Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Agenda. Aujourd'hui, un invité spécial, Étienne Alexandre Beauregard, qui a son propre blog d'ailleurs, vous pouvez aller voir. Je vais t'inviter, Étienne Alexandre, à faire la promotion de ton blog d'ailleurs, et de te Oui, présenter c'est par le fait même. parfait. Donc, merci Samuel. Mon blog, vous pouvez le trouver au eabeauregard.com. Dans le fond, qui suis-je? Ça fait déjà plusieurs années que je m'implique en politique. J'ai commencé vers 16 ans, donc en 2017, avec le Parti québécois. Après ça, pendant à peu près un an et demi, je fais plusieurs choses. Exécutif national des jeunes, commission politique, jusqu'à prendre une pause en mi-2018 environ, avant l'élection. Un an de pause de militantisme, puis après ça, je suis revenu avec la Coalition Avenir Québec pour des raisons idéologiques. Puis là, j'ai milité encore un peu avec la CAQ, puis j'ai travaillé aussi à l'Assemblée nationale pour le parti. Puis maintenant, je suis de retour vers une indépendance intellectuelle. Donc c'est pour ça que je continue mon blog, puis que je mène aussi quelques projets d'écriture en même temps. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir de te recevoir, surtout que on va avoir une question qui est qui fait partie de ton répertoire. Et qui fait partie du répertoire de la coalition Avenir Québec un petit peu indirectement. Ça va faire du bien d'avoir quelqu'un d'un autre parti pour en discuter, parce que ça fait quelques fois que j'en discute avec des amis péquistes, et je sais que, bon, au PQ, on a quasiment l'équivalent de 4 partis au sein du même à cause de la coalition, là, mais quand même. Là, aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, ben, j'imagine que ça vous intéresse si vous avez déjà cliqué, on va parler de la relation des Québécois avec le nationalisme et le conservatisme. Et là, je vais tout de suite partir avec mon postulat de base. Les Québécois n'ont aucune difficulté, selon moi, à s'affirmer comme étant nationalistes pour la plupart. Même que c'est un fait historique pour eux et c'est une certaine fierté. Par contre, c'est pas la même chose pour le conservatisme, mais on dirait qu'il y a un certain un petit côté péjoratif au mot conservatisme au Québec. Se dire conservateur, ça n'a pas le même effet que dire qu'on est conservateur en Alberta, par exemple. Mais je serais curieux d'entendre d'entendre ton opinion là-dessus, Étienne Alexandre. Ben, la vérité, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a en quelque sorte un paradoxe sur la question du conservatisme au Québec. Parce que notre nationalisme, surtout en relation avec le nationalisme en fait, parce que notre nationalisme québécois, qui a été surtout forgé dans les années 60 par des progressistes, s'est bâti en majorité contre un certain conservatisme qu'on associait à la grande noirceur, au Canada français, donc un peu aussi à l'impuissance puis à la survivance pour la nation. Donc le conservatisme était assez mal vu, puis c'est pour ça qu'on a eu un nationalisme qui s'est bâti plus dans un filon progressiste, en rejet de ce conservatisme-là, là, qui était vraiment vu comme un peu le jumeau maléfique de notre nationalisme, donc un intouchable auquel il fallait pas s'associer. Tu sais. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer, à mon sens, parce que il faut comprendre aussi que la question du conservatisme au Québec, c'est une question qui est profondément culturelle. Puis c'est pour ça que c'est pertinent aujourd'hui d'en parler avec le nationalisme, parce que le seul conservatisme québécois qui rejoint vraiment une certaine partie de la population, c'est un nationalisme. Puis c'est pour ça d'ailleurs que, à mon sens, le Parti conservateur du Canada est juste pas capable de percer au Québec, parce que c'est vraiment leur, disons, leur angle mort au point de vue du conservatisme. Ils vont être capables de te parler de conservatisme social, ils vont être capables de parler de conservatisme économique, mais du moment qu'il est question de conservatisme national, là, soudainement, le Parti conservateur devient complètement impuissant. Là. Puis en plus de ça, au Québec, le conservatisme économique, ça pogne pas vraiment. Là, on s'entend qu'au Québec, il y a un modèle québécois. Il y a des intouchables. On a des vaches sacrées au Québec. Par exemple, juste à penser à Hydro-Québec, la SAQ, l'Auto-Québec, le système de santé publique, tout ça. Euh, c'est, c'est, c'est des choses que les conservateurs économiques ont beaucoup de difficultés avec et ça n'a jamais vraiment percé au Québec. Juste à penser au Parti conservateur du Québec avec Adrien Pouliot qui, s'il pogne 3%, c'est bon quand même. Hein. Ouais, t'as raison. Mais rendu là, moi, la question que je me pose plus presque, c'est est-ce que ces gens-là sont vraiment conservateurs? Puis selon la définition que j'ai du conservatisme, force est de constater que non. Parce que, mettons, si on prend l'exemple du Parti conservateur du Canada ou même du Parti conservateur du Québec, c'est plus des ultralibéraux que des conservateurs, vraiment. Fait que, rendu là, c'est juste qu'ils comprennent pas, du moins, le conservatisme au sens, au sens intellectuel, parce que finalement, ce qu'ils vont appeler conservatisme, ça va être simplement une radicalisation du libéralisme
Puis quand il va être question justement de se positionner sur des enjeux culturels, où c'est là que tu vois vraiment la différence entre le libéralisme et le conservatisme, ben, ils vont toujours pencher du côté libéral. Fait que je pense qu'on peut en tirer des conclusions. Là. Dans le fond, toi, je vais essayer de bien comprendre puis de bien résumer ce que je pense avoir compris. C'est que pour toi, le Parti conservateur du Canada a le fait pécher que, dans le fond, quand c'est le temps de se positionner sur les enjeux sociaux, ils sont incapables d'assumer leur conservatisme à Pas cause sociaux, hein, sur les questions culturelles. sur les questions culturelles, ok, pardon. Quand vient le temps Non, je te d'assumer parle pas d'avortement et de mariage gay. Là. Ça, au contraire, ils sont comme trop capables d'en parler. Ouais, non, sur le côté culturel, disons plus simplement, ils sont pas capables d'assumer un certain conservatisme et ils deviennent simplement un parti libéral plus de droite économique, dans le fond. Oui, exactement. Puis c'est drôle parce que j'avais cette réflexion-là récemment. J'ai l'intime conviction que le Parti conservateur du Canada n'a rien à conserver. Puis c'est ça qui fait son drame. Parce qu'ils ont pas d'idées différentes du Canada. Ils n'ont pas d'idée nationale du Canada. Puis ça, c'est en partie à cause de la refondation que Pierre Elliott Trudeau a fait, qui n'a jamais été contestée depuis les années 60, puis 82 plus précisément. Mais ça fait un parti qui est complètement vassalisé par rapport au Parti libéral du Canada. Puis, à mon sens, ça explique ses défaites multiples et constantes au fédéral. Ben, là, je suis quand même intéressé parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, le Parti conservateur n'a jamais réussi à proposer une alternative à la vision Trudeau du Canada. Le plus proche qu'on a été, ça va avoir été avec Brian Mulroney. Effectivement. Mais c'était à l'époque des progressistes conservateurs et ça fait longtemps que c'est disparu. Ça, là. Moi, j'ai l'impression que c'est mort et enterré, cette version-là du Parti conservateur. Mais on sent avec Erin O'Toole qui veut peut-être changer un petit peu la donne, mais il faut que ça se fasse lentement, j'imagine, parce que le parti est probablement réfractaire à cette idée-là, j'ose croire. Parce que c'est quand même beaucoup de... Il y a des gens qui sont là depuis des années qui veulent conserver leur poste, ils veulent pas trop changer les habitudes, comme dans tous les partis politiques, en fait. Mais quand on entend parler Erin O'Toole de nationalisme québécois, de décentralisation, de plus de pouvoir au Québec et aux provinces, il y a une certaine vision différente quand même du Parti libéral qui cherche constamment à centraliser les pouvoirs à Ottawa. Est-ce que tu penses que les conservateurs pourraient devenir cette espèce d'alternative décentralisatrice, une vision plus d'un fédéralisme plus coopératif, plus ouvert? Ben, je pense honnêtement que ça va prendre des changements structurels s'ils veulent arriver là. Mais, cela dit, je vais me permettre la parenthèse quand même, que je pense qu'objectivement, pour les Québécois, s'il y a un des deux partis de gouvernement fédéral qui a le potentiel d'être, disons, un allié, c'est certainement pas le Parti libéral. Le Parti libéral nous a répété depuis des années qu'ils veulent rien savoir. Puis rendu là, c'est à nous d'en prendre acte. Mais le Parti conservateur, si ils sont conséquents, s'ils veulent vraiment couper dans la taille de l'État fédéral, les nationalistes québécois ont juste des gains à faire avec ça. Là. Puis d'ailleurs, je vais enchaîner sur une critique du Bloc québécois qui, souvent, n'a pas été capable de livrer la marchandise à ce niveau-là. Là. Parce que moi, ça me rentre toujours pas dans la tête comment un parti qui peut prôner la souveraineté culturelle du Québec a été capable en 2008 de faire cabale contre des coupes en culture au fédéral. T'sais. Parce que dans mon livre à moi, si ton but, c'est au final qu'il n'y ait plus d'État fédéral qui gouverne sur le Québec, pourquoi au juste tu vas toujours te battre pour soit étendre l'État fédéral ou t'arranger pour qu'il verse encore plus d'argent au Québec? T'sais, moi, si j'étais à la tête du Bloc québécois en ce moment, là, Dieu sait que ça n'arrivera jamais, mais franchement, je ferai un virage, là, parce qu'en quelque part, si tu veux vraiment être efficace, faut que tu coupes dans l'État fédéral. Puis c'est un peu la faillite du Bloc depuis tout ce temps-là. L'État fédéral, il a juste grossi. Puis plus souvent qu'autrement, le Bloc a eu une espèce de manie de messianisme québécois, de se dire, ah, les programmes sociaux du Québec, c'est un exemple, on devrait les répandre partout au Canada, alors que ça n'a pas rapport. Là. Je veux dire, si tu es un nationaliste conséquent, tu veux juste couper dans le fédéral pour qu'il nous écœure plus. Là. Ben, ça, c'est une vision du nationalisme, effectivement. Mais je peux comprendre le dilemme du Bloc, par contre. Parce que si le Bloc faisait quelque chose que comme tu proposes, c'est-à-dire de juste faire de l'opposition, juste couper dans la taille du fédéral, je ne pense pas qu'il connaîtrait un gros succès électoral. Et je pense que les conservateurs auraient beaucoup plus de facilité à les battre aux élections. Là, j'ai l'impression que la logique du Bloc en ce moment, puis du mouvement nationaliste au Bloc, c'est un petit peu transformé en un autonomisme. C'est-à-dire, on est pris au Canada, puis on regarde les sondages, puis on est pris pour un bout, à moins d'un revirement digne de Lac Meach. Là. Et donc, aussi bien profiter au maximum des largesses et du système fédéral et des avantages que ces derniers procurent,
le temps que ça dure. Sauf que effectivement, c'est un petit peu un couteau à double tranchant parce qu'en profitant le plus possible des largesses du fédéral, ce que ça fait, c'est que les Québécois disent on n'est pas si pire que ça au Canada, et là on devient encore plus dépendant de ce gouvernement c'est fédéral. ça, tu prouves que le système fonctionne au fond. Ben, c'est ça, c'est un petit peu le couteau à double tranchant du bloc, et c'est ce que je disais dans un texte, qu'il y a une pertinence au bloc, mais en même temps, sa propre pertinence rend le mouvement indépendantiste impertinent. C'est qu'en faisant fonctionner le Canada pour les Québécois qui sont pas souverainistes, mais juste autonomistes, ça condamne un peu le Québec à rester pris au Canada. Mais après, quand tu regardais, mettons, Andrew Scheer dans les dernières élections, ben, c'était un petit peu choisi. Mettons que t'es un nationaliste purement indépendantiste qui veut réduire la taille de l'État. Vraiment, mais t'en as rien à cirer que le fédéral te donne des subventions. T'as le choix entre Jacques Meeting, Justin Trudeau, le Parti vert avec Elisabeth May, Andrew Scheer, oui, François Blanchet. Sérieusement, là, c'est choisi entre la peste et le choléra. Il n'y a rien là-dedans pour toi. Là. Je veux dire, il y avait personne. Ah, il y avait peut-être Maxime Bernier, mais je veux dire, aussi bien pitcher ton vote dans le feu. Là. À un certain moment, ça devient difficile pour cette classe d'électeurs-là de se trouver un siège. Et c'est assez difficile pour les indépendantistes conservateurs tout court de se trouver un parti, je te dirais. Effectivement, ben, je trouve que justement, les progressistes conservateurs de l'époque de Mulroney, s'ils existaient aujourd'hui, auraient un franc succès. Je suis pas mal certain qu'il y aurait du succès. J'ai hâte de voir O'Toole, justement, il a l'air à vouloir naviguer dans ces eaux-là, d'aller chercher les autonomistes, nationalistes, indépendantistes, conservateurs. Là. Tu me diras ce que tu en penses, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il essaye une opération séduction. Il y a quand même certaines contradictions à régler. Ouais. Mais en quelque part, il peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus, à mon sens. Puis, faut dire que ça, c'est un que le Parti conservateur a fait, là. Je sais pas si tu es familier avec le discours, c'est Winds of Change que ça s'appelle, une conférence en 96 où Stephen Harper avait parlé, dont le but était d'unir la droite canadienne, parce qu'à l'époque, il faut dire qu'il y avait le Reform et le Parti progressiste conservateur qui vivait toujours. Et puis, Stephen Harper racontait un peu sa vision de ce qui devrait être pour lui la coalition conservatrice au Canada. Puis il disait d'abord les populistes de l'Ouest, qui étaient à ce moment-là concentrés au Reform. Il y a les Tories de l'Ontario, qui étaient sensiblement le Parti progressiste conservateur, et oui, les nationalistes du Québec, qui à ce moment-là, devaient être plus concentrés au Bloc. Et puis, selon lui, c'était ça les 3 grands segments de l'électorat qui devaient rassembler pour gagner. Mais il faut dire que dans ses débuts au gouvernement, Harper a quand même essayé de tendre des perches, notamment au gouvernement Charest, ça a marché so-so. Puis après ça... Quelqu'un a baissé la taxe, puis Charest l'a remonté tout de suite, il n'a pas aimé ça. Attends. Oui, notamment, il y a eu ça. Mais en 2011, quand il a gagné sa majorité, souvenons-nous, c'était pas à cause du Québec non plus. C'est qu'il s'est mis à parler aux banlieues multiculturelles de Toronto en leur parlant justement de valeurs sociales conservatrices qu'il partageait avec certains électeurs du Parti conservateur. Mais du moins, moi, j'y vois là une contradiction si tu veux parler aux Québécois. Parce que le conservatisme des Québécois, c'est un conservatisme culturel où la meilleure affaire que tu pourrais faire pour eux autres au fédéral, c'est de couper dans les seins d'immigration. Puis, en même temps, ils sont complètement réfractaires, discours qui voudraient restreindre le droit à l'avortement, le droit au mariage gay. Puis là, de l'autre côté, tu as ces élus de Toronto où c'est l'inverse totalement. T'sais. Les points qui vont avoir en convergence avec le Parti conservateur, ça va être justement sur ces questions sociales. Mais ça veut dire une adhésion quasi complète au multiculturalisme. Fait qu'à un moment donné, il faut choisir son camp. Puis je pense que c'est là que Erin O'Toole pourrait frapper un mur. S'il décide, parce qu'il y a un appui là, au Canada anglais, s'il voulait proposer une vision vraiment différente du Canada, une vision biculturelle avec, disons, 2 nationalismes qui cohabitent dans une alliance de circonstances pour, disons, protéger ce qu'ils ont de culturel. Parce que le Canada anglais, en arrière de ça, doit bien avoir toujours une culture, à moins que Trudeau l'ait vraiment tout écrasé en réformant le pays. Ben, il va falloir qu'ils se rendent compte qu'il y a une contradiction et qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ben, c'est un petit peu le défi que je vois aussi, dans le sens que, on en revient encore au fameux discours des 2 solitudes. Là. C'est-à-dire que pour séduire un, il doit obligatoirement tourner le dos à l'autre. Et le Parti libéral, lui, a juste pas ce désavantage-là parce que sa base est un petit peu partout.
le Canada, on se le cachera pas, c'est un pays libéral, là, je veux dire. Sur les années d'existence du Canada depuis la fondation du pays, honnêtement, ça doit être 70% minimum des gouvernements qui ont été libéraux, là. Oui, à peu près. Tu sais, je pense que c'est une domination qui est assez évidente. Non seulement parce que le Parti conservateur a eu toutes les misères du monde à se structurer en une seule option et non pas en plusieurs mouvements hétéroclites. Mais l'autre aspect aussi, c'est que le conservatisme, qu'il soit social, économique ou culturel, ben, il dépend aussi du milieu. Et le Canada est tellement large que le conservatisme culturel de l'Alberta n'est pas le même que le conservatisme culturel du Québec, et même qu'à certains égards, il rentre en contradiction frontale. Alors que le libéralisme à la Trudeau, le progrès, ben, on s'entend que le progrès, ça ratisse plus large que de conserver des valeurs qui C'est effectivement un divergent. bulldozer qui va d'un océan à l'autre. C'est ça, alors que conserver des valeurs qui changent dépendamment du milieu et des structures et du contexte sur un pays aussi énorme, c'est un défi, je pense, qui est impossible. Ben, impossible. Mais à tout le moins, très, très difficile. c'est ça le vrai avantage du Parti libéral, c'est qu'ils sont les seuls qui ont une vision cohérente et uniforme du Canada d'un océan à l'autre. Puis en même temps, le Parti conservateur, dans la Ils ont l'avantage que c'est eux qui ont fait situation la qu'ils sont maintenant, ils Constitution. n'ont pas le choix. Hein? Ils ont l'avantage d'avoir écrit les deux constitutions. Oui, effectivement. Rendu là, c'est leurs armes, c'est leur système. À un certain moment, ça oui. avantage. Quand c'est C'est toi qui ça. écris les règles du jeu. Ben oui, t'as raison. Puis rendu là, c'est pour ça que le Parti conservateur est réduit en fait à coaliser les sources d'opposition au Parti libéral. Ben, effectivement. Puis le problème avec ça, c'est qu'on le voit, mettons, puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler avec toi, parce que au Québec, on sent un regain nationaliste après le passage de Philippe Couillard, avec François Legault, la CAQ. Mais ce nationalisme-là semble un petit peu plus conservateur, je pourrais dire. La CAQ semble avoir un nationalisme un peu plus ancré dans les valeurs, réduire les seuils d'immigration la première année, français, la laïcité dès le début, des choses comme ça. Alors que ça fait différent un petit peu du nationalisme des années 60-70, là, où c'était vraiment ouverture vers le monde et tout ça. On sent qu'il y a peut-être une petite fracture qui se fait au sein du mouvement nationaliste, puis on l'a vu à la course au PQ, je trouve. C'est là que ça a vraiment été... Ben, c'est certain que je parle parce que c'est un petit peu ma chambre d'écho, là. Mais j'ai vraiment eu l'impression que on avait une belle réflexion de la place du conservatisme au Québec parce qu'on avait vraiment deux visions différentes. On avait d'un côté la vision Nantel-Godreau, qui était vraiment un nationaliste plus inclusif, on pourrait dire, un nationaliste plus modéré, quoique les deux candidats étaient quand même assez sévères sur le français. Mais sur l'immigration, par contre, c'était plus mitigé. Alors que de l'autre côté, on avait le nationalisme conservateur assumé de Frédéric Bastien, qui vraiment, c'était ça sa campagne. C'était réduction des seuils d'immigration, laïcité, immigration contrôlée, le français. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a réussi à naviguer un petit peu entre les deux, hein, fin renard qu'il est, réussi à se mettre nationaliste culturel, comme tu dis, avec l'immigration, la déclaration d'urgence linguistique, tout ça. Mais d'un autre côté, en raison de son excusez l'anglicisme, de son background, de son passé, avec les orphelins politiques puis tout ça, ses propositions sur l'égalité homme-femme, ses propositions environnementales, allaient chercher une frange progressiste aussi. Donc j'ai l'impression qu'on va voir un petit peu puis là, de l'autre côté, je sais pas si tu as écouté notre entrevue avec Dominique Anglade qui se réclame du nationalisme québécois. Ça commence à faire beaucoup de personnes qui se réclament nationalisme mais qui disent pas même affaire pantoute. Et donc, j'ai l'impression qu'au Québec, on s'en vient vers un point peut-être pas de rupture, mais un point où on va voir le mouvement nationaliste qui a été uni pendant très longtemps se diviser peut-être en morceaux. Si la question nationale ne reprend pas sa place, là. Effectivement. Mais pour moi, je te dirais que la rupture est déjà consommée depuis un petit bout déjà. Parce que si on regarde, tu sais, tantôt, en début d'entrevue, je te parlais d'un nationalisme qui s'est bâti contre le conservatisme. Puis c'était particulièrement vrai d'ailleurs dans les années post-95. Quand tu sais, t'as des Gilles Duceppe qui sont allés très fort sur le nationalisme civique, des André Boisclair, ou justement le nationalisme, puis particulièrement dans le cas du Bloc, c'était un peu l'affirmation des valeurs québécoises progressistes pensées en opposition avec le gouvernement Harper de l'époque. Puis ça,
C'est vraiment l'ordre d'un nationalisme, disons, culturel et conservateur qu'on pourrait voir aujourd'hui. Puis j'ai l'impression que la marmite a un peu sauté autour de 2007 avec la crise des accommodements raisonnables. Puis rendu là, c'est un courant de pensée qui a traversé d'un parti à l'autre. Ça a commencé avec la DQ et Mario Dumont, quand ils sont justement positionnés contre les accommodements raisonnables, en disant, tu sais, il faut qu'il y ait un parti qui mette ses culottes, la majorité est menacée, la majorité est trop au Québec. Puis ce discours-là a évolué, puis il faut dire que du moment que la DQ a planté, puis que Mme Marois est arrivée au Parti québécois, ben, c'est un peu elle qui l'a repris, avec son fameux discours du nous dans Charlevoix en 2007, quand elle dit les francophones veulent être reconnus, puis ils sont le cœur de la nation. Puis ça, naturellement, c'est quelque chose qui s'est continué jusqu'au gouvernement avec le projet de Charte des valeurs québécoises, qui est un peu le summum de ça au Parti québécois. Puis bon, après ça, disons que Mais le ironiquement, le parti a Parti perdu libéral va contribuer 14. va contribuer un peu à cette hausse du Hmm. nationalisme conservateur-là. Parce qu'ils vont avoir, avec la crise des accommodements raisonnables de 2007, puis tout ça, puis quand ils ont Bien gagné, malgré lui. oui, bien malgré lui, mais après ça, ils ont tout fait pour mettre la question de la laïcité des accommodements, ça, en dessous du tapis, et de se dire, ça va finir par disparaître. Mais tout ce que ça a fait, ça a empoisonné ça a empoisonné le débat, ça a juste fait monter la tension, et quand ça a fini par sortir, ça a sorti peut-être moins beau que ce que certains auraient aimé, là. Ouais, mais tu vois, moi, je serais pas aussi sévère avec le Parti libéral. Je pense que, sincèrement, ça n'a jamais été dans leur mission de défendre ces idées-là. Fait que moi, honnêtement, je leur reprocherais pas. Si j'avais été à la place du Parti libéral, j'aurais fait la même chose. Par contre, là où je pense qu'il y a des reproches qui peuvent être faits, c'est notamment après la charte au Parti québécois, il y en a qui ont choqué, là. Je veux dire, on a blâmé à tort, en fait, sur ce projet-là. Puis après ça, on a pu vouloir en parler. Puis comme de raison, c'est un discours qui a pu être récupéré par la CAQ après, là. Parce qu'on s'entend que c'est le même discours sur le fond, là, qui s'est promené d'un parti à l'autre, puis qui s'incarne aujourd'hui à la Coalition Avenir Québec. Mais c'est pas vrai que c'était le seul parti qui était capable de prendre ce discours-là. C'est parce qu'il y en a d'autres qui l'ont pris, puis qui ensuite l'ont rejeté, que ça a fini là. Puis, ben, moi, sérieusement, s'il y a des reproches à faire, c'est plus les nationalistes qui ont la responsabilité face à ce courant-là qui était populaire, qui avait un écho, puis qui pouvait d'ailleurs être couplé avec le projet de souveraineté. Puis ils ont choisi consciemment de ne pas le faire. Puis rendu là, c'est tous les pires. Mais je pense pas que le Parti libéral puisse être, disons, responsable de ça, parce que ça n'a jamais été dans leur corde. T'sais, pour eux, c'est vraiment une contradiction d'aller jusque-là, puis c'est de faire le grand écart avec une base anglophone puis allophone qui veut rien savoir. Ouais, on le voit avec Dominique Anglade, là, c'est compliqué là, en ce moment. Avec la motion pour la crise d'octobre, l'allocution d'ouverture en anglais. On sent qu'elle a un petit peu de difficulté à réconcilier le fait que faut qu'elle séduise un électorat francophone, parce qu'à 9%, elle ne prendra pas le pouvoir. Mais d'un autre côté, si elle commence à perdre son électorat anglophone, elle perd ses sièges assurés qui font en sorte que le PLQ n'est pas dans une pire posture que le PQ en ce moment, là. Effectivement, puis avec un parti comme Québec solidaire qui veut absolument rien savoir du nationalisme, puis qui n'a pas, disons, le côté pragmatique du Parti libéral, ben moi, je serais inquiet à sa place. Je pense que ça fait partie du calcul aussi, honnêtement. Par contre, ils peuvent remercier beaucoup de personnes chez QS. Quand QS s'est dit comme étant indépendantiste, ça l'a enlevé énormément de pression au PLQ, là. Si QS s'était positionné comme un parti fédéraliste, par exemple, un petit peu à l'image de devenir la succursale du NPD au Québec, je pense que le Parti libéral aurait eu de sérieux problèmes à conserver cette espèce de monopole sur la communauté anglophone et allophone. Mais pour en revenir un petit peu à la question de base, puis je vais te demander une question, peut-être que tu vas trouver que c'est pas assez précis, mais tu me diras. Est-ce que tu as l'impression que, parce que c'est Mathieu Bocoté, je pense, qui avait fait cette analyse-là il y a de cela 1 an ou 2, qui disait que avec la disparition progressive de la question nationale, c'est-à-dire fédéralisme, souverainisme, est-ce que tu penses que ce débat-là est en train d'être remplacé ou a déjà été remplacé par le débat progressisme-conservatisme? On dit progressiste conservatisme, est-ce qu'on parle de la question identitaire? Ça peut, c'est effectivement que c'est très large, là. Surtout au Québec, là. Oui, j'aurais tendance à dire la question Parce que identitaire, sinon, c'est qu'on selon moi, on a évacué la la ligne de question. fracture, la ligne de fracture en ce moment, c'est celle-là. Ouais, si je suis d'accord avec toi, c'est que mais c'est comme ce que je veux dire, c'est qu'on a comme un peu évacué notre question constitutionnelle, notre statut genre au sein du Canada, pour le moment ou pour de bon, je ne sais pas.
pour se poser la question, notre identité. Genre, est-ce qu'on est plus le modèle québécois interculturalisme, laïcité, langue française, tout ça, ou est-ce qu'on s'en va vers qu'est-ce que QS propose, qu'est-ce que le PLQ propose, plus multiculturaliste, adhérer un petit peu au modèle canadien? Moi, c'est comme ça que je le vois, mais après, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. Là. Mais tu vois, oui. Mais moi, la manière dont je le vois, là, c'est que la ligne de fracture aujourd'hui au Québec, c'est vraiment sur la question de l'identité. Puis plus encore, puis c'est pour ça que ça fait des positions qui sont au final irréconciliables, puis que ça déchire des partis comme le Parti québécois et le Parti libéral en ce moment, c'est quelle est la mission de l'État du Québec? Est-ce que c'est un État-nation, comme on pouvait le penser au moment de la Révolution tranquille, et donc cet État-là a une certaine mission puis une légitimité pour protéger une culture euh, qui est celle de la nation qui l'abrite, donc qui rend légitime la loi 101 rétrospectivement, mais aussi la loi 21, au nom justement de ces valeurs-là qui sont à protéger et qui sont celles de la nation à laquelle l'État est rattaché, ou à l'inverse, est-ce qu'il faut couper le lien entre l'État et la nation parce que ce serait source d'exclusion, de discrimination, et donc cheminer vers un État qui serait, disons, universel parce qu'il n'y aurait pas d'attachement particulier à un groupe et à une majorité dans ce cas-là. Fait que oui, c'est la question du nationalisme et du multiculturalisme. Puis c'est ça vraiment qui recompose les électorats aujourd'hui. La victoire de la CAQ, puis en quelque part la montée de Québec solidaire aussi, je ne suis pas certain que ça se serait fait sans que ces partis-là prennent des positions qui sont très affirmées sur ces questions-là, à un moment où le Parti libéral et le Parti québécois avaient des assises dans les deux camps, donc se sont retrouvés un peu à faire le grand écart puis à être comme impuissants quand il fallait prendre une position claire parce qu'ils ne voulaient pas perdre des appuis qui étaient nécessaires à leur victoire. Est-ce que tu penses que qu'il y a un camp qui a déjà gagné ou qu'il y a une longueur d'avance? Moi, j'ai l'impression qu'avec la CAQ, la population semble avoir un penchant pour l'État-nation, personnellement. Surtout avec la COVID-19, là, que ça semble avoir vraiment renforcé Effectivement, oui. cette vision-là des gens que l'État, c'est plus qu'un collecteur de taxes, c'est aussi l'entité qui nous protège en cas de crise. J'ai l'impression que avec la mondialisation puis les années de paix et de tranquillité, à part peut-être la 11 septembre puis la crise de 2008, les gens en viennent à oublier l'importance d'un État pour les protéger en cas de crise, puisque on ne sait pas c'est quoi une crise. Et là, la COVID-19 montre aux gens l'importance d'avoir tous ces leviers. D'ailleurs, l'Union européenne, ça c'est une tangente, là, mais l'Union européenne, on a vu que en situation de crise, c'était peut-être pas aussi efficace qu'on pensait. Là. Mm-hmm. Donc là, moi, je me pose la question quand même au Québec. Moi, je pense que oui. L'État-nation, est-ce qu'on va associer ça au nationalisme ou au conservatisme, tu penses? Les deux. Je pense que le nationalisme québécois est en train de devenir un conservatisme. OK. Toi, tu penses que c'est... OK. C'est intéressant. Puis, qui est-ce que tu penses qui va incarner ce mouvement-là? Ça, tu vois, c'est particulier. C'est particulier parce qu'il y a deux partis qui peuvent l'incarner en ce moment. Puis bon, il y en a un qui prend plus ses responsabilités que l'autre, mais là, l'autre vient juste de céder un nouveau chef. On va lui donner une chance. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, puis depuis 2018, on s'entend que la CAQ était seule sur la patinoire. Là. Puis je pense que ça explique beaucoup d'ailleurs ces résultats de sondage qui étaient assez impressionnants parce qu'il n'y a personne d'autre qui parlait vraiment et puis qui était en mesure d'être écouté à cette frange-là de la population. Mais maintenant, il faut dire que je pense que c'est même dans l'intérêt des nationalistes qu'il y a un certain contre-pouvoir. Puis d'ailleurs, dans un des textes que j'écrivais sur la langue il y a quelques jours, c'est ce que je déplorais. Je trouve que là, il faut dire que n'ayant pas de chef, on peut presque l'excuser. Mais le Parti québécois, actuellement, doit considérer son rôle de contre-pouvoir nationaliste à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve ça complètement anormal que, au moment où le gouvernement s'apprête à déposer un projet de loi sur la langue, les priorités du Parti québécois sur la langue soient pratiquement toutes des choses qui pourraient se retrouver dans un projet de loi du gouvernement, là, puis qui parlent justement pas d'éducation. La loi 101 au cégep, là, Dieu sait que c'est une revendication qui est portée depuis longtemps par des militants au PQ, puis ça serait justement une preuve de radicalisme, de dire justement, nous, on est capable d'aller plus loin pour mettre de la pression sur le gouvernement après ça, pour les forcer à aller plus loin, puis au final, faire avancer la cause du nationalisme. Ça a été une critique que j'ai entendue souvent, effectivement, que le Parti québécois, pour le projet de loi 101 de la CAQ, avait demandé le strict minimum, honnêtement. Il n'y avait pas d'ambition dans cette demande-là.
Puis probablement que Simon-Jeanin Barrette serait capable de tout le mettre ou presque sans forcer trop. Peut-être que c'était même déjà dans le plan. Je sais pas, je l'ai pas vu. Moi Mais non plus. Peut-être, effectivement, que c'était tellement. Honnêtement, je comprenais pourquoi, parce qu'effectivement, comme tu dis, pas de chef, tu veux pas, tu veux pas verrouiller le futur chef, surtout que ça s'en venait. Ça s'en venait à ce moment-là. On était à 3 semaines du scrutin, je pense, là, quand ça a sorti. Tu voulais pas mettre le chef dans une position où il vient d'arriver, puis là, il est sur une question aussi importante que le français au Québec. Il est obligé de patiner pour réconcilier sa position avec celle de l'ancien chef intérimaire. Donc, je comprends qu'on ait voulu aller avec le strict minimum, mais d'un autre côté, ça faisait amateur un petit peu. Là. Puis d'ailleurs, c'est une critique qu'on peut répéter sur la loi 21 aussi. Là. Je veux dire juste que ton seul élément de différenciation, ce soit les CPE, alors que tu es le parti qui a proposé la charte des valeurs qui s'appliquait à toute la fonction publique, aux municipalités, aux hôpitaux, ça manque franchement d'ambition. Je veux dire, il y a un recul. Puis si tu veux vraiment différencier, particulièrement quand tu es quatrième opposition, tu peux pas avoir de juste te différencier sur des virgules puis des points. Là. Il faut assumer que le Parti québécois n'est plus un parti de gouvernement. Puis ça, je dis pas ça à la légère. Ça va contre ce que Mme Marois disait hier, justement, dans la soirée électorale du PQ. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait cette lucidité-là. Puis pour faire avancer la cause nationaliste, c'est probablement la meilleure chose qui pourrait leur arriver, justement, de se dire, à partir de maintenant, on va les pousser dans leur dernier retranchement, puis pour vrai, là, on va pas proposer un troisième parti de gouvernance modérée. On va être un parti qui va aller de front sur ces enjeux-là, qui va être capable de leur shaker les puces pour les menacer de prendre une partie de leur électorat nationaliste s'ils sont pas capables de nous accoter. Il Parce y a que un c'est ça, coût à ça, par contre, Étienne Alexandre. Parce que, effectivement. comme ça, c'est un article que j'avais écrit en réponse à Michel David, justement, qui disait qui proposait à peu de choses près la même chose que toi en moins de mots. Mais moi, ce que je dénonçais, c'était c'est une vision qui est effectivement très séduisante, c'est une vision très optimiste du Parti québécois, sauf que le problème, c'est qu'il y a un coût au Québec puis au Parti québécois de ne pas être au pouvoir. Puis il y a un coût pour le mouvement indépendantiste à ne pas pouvoir profiter des leviers de l'État pour faire avancer la cause. Je Ben, comprends tu vois, qu'il y a un, il y a un- moi, je il y le a vois un- il y pas, a tu un sais, parce intérêt. que, Là. honnêtement, là, je me suis posé la question des fois, je me disais, si Jean-François Lisée avait été élu premier ministre, là, est-ce qu'on serait vraiment mieux aujourd'hui? Puis considérant toutes les promesses de non-action sur la question de la souveraineté et la question Mais dans le cas de constitutionnelle, Lisée, j'en c'est ce suis qui venu à fait la que c'est ce qui fait conclusion que j'ai que pas de non. regrets, là, honnêtement. Là. Mais Jean-François Lisée, on s'entend, là. Je respecte l'homme, je respecte son travail intellectuel, tout ça, mais comme chef de parti, je m'excuse, mais il était bon rien en tout, là. Moi, personnellement, Jean-François Lisée, je n'ai pas voté pour lui à la chefferie. Même que j'ai simplement pas pris de carte pour voter, je n'avais pas d'intérêt dans la dernière course. La seule qui me motivait un petit peu, c'était Martine Ouellette de peine de misère, mais encore. Et finalement, quand j'ai vu Jean-François Lisée, j'ai voté plus pour le candidat, Sylvain Barrette, à Jean Talon, que pour Jean-François Lisée. Honnêtement, j'ai passé à 2 doigts de voter pour Joël Boutin. Mais genre à 2 doigts, là, ça a été, là, mais c'était mon premier vote, puis j'étais comme, ouais, je suis un indépendantiste, mon premier vote. Je veux-tu vraiment dire que, en tout cas, tu comprends un peu le principe, c'était un petit peu le romantisme de la politique versus le pragmatisme. Là. Finalement, j'ai voté pour le PQ, mon premier amour, mais j'aurais pas dû voter à dédain du bout des lèvres pour le Parti québécois. Genre, juste ça, pour moi qui est un militant, genre, de première date pour l'indépendance, j'ai même fait partie du mouvement quand que Jean-Martin Hossin était parti, tellement que j'étais dégoûté par l'approche mollassonne du PQ sur l'indépendance. Et je me retrouvais à devoir voter du bout des lèvres pour le Parti québécois. Ça m'affligeait. Mais là, on en revient à ta question, est-ce qu'on serait meilleur si Jean-François Lisée avait été élu? Moi, je pense que non plus. Je pense pas que le mouvement indépendantiste aurait progressé plus que ça. Parce que, justement, comme tu dis, dans son calcul, pour arriver au pouvoir, il fallait que, dans le fond, il annule tous les bénéfices pour le mouvement indépendantiste puis pour le Parti québécois d'être au pouvoir. Il n'allait pas utiliser d'argent public, il n'allait pas faire ci, il n'allait pas faire la promotion. Et là, rendu là, ça sert à quoi d'essayer d'être élu? Alors que là, moi, ce que je dénonce, c'est que si on a admettons qu'on aurait eu ne sais-je, Alexandre Cloutier, à la place de Jean-François Lisée, qui était vraiment pas clair sur sa position sur l'indépendance, mais quand même, j'ai l'impression qu'il aurait, à avoir été au pouvoir, il aurait fait des efforts un peu plus concrets pour avancer vers l'indépendance que Jean-François Lisée.
il y aurait eu des avantages pour le mouvement indépendantiste d'être au pouvoir. Mais, effectivement, comme tu dis avec Jean-François Lisée, bof, pas certain qu'il y aurait eu des avantages. Hein. Mais je sais pas, moi, j'étais assez sceptique. Je pense, honnêtement, on en parlait tantôt, si on se base sur le fait que le nouveau clivage, c'est un clivage sur l'identité, ben, il faut l'assumer, puis à rigueur, pour l'option souverainiste, passer par ce clivage-là pour se rendre vers la terre promise, là, si ça me permet l'expression. Parce qu'il n'y a pas incompatibilité entre les deux questions, loin de là, mais il faut être capable de choisir son camp. Puis ça va être ça qui va être difficile pour le PQ, puis c'est un peu ce que je reproche à Paul, justement, le nouveau chef. Et puis, dans le texte que j'écrivais sur mon blog, d'ailleurs, Parti québécois qui a peur de l'identité, c'était ça ma question, dans le sens que je me demandais, à la lumière de ce nouveau clivage-là qui est tellement puissant puis qui est tellement capable de diviser des partis pour rendre des électeurs qui votaient pareil irréconciliables maintenant, est-ce que c'est réaliste de dire, moi je vais rebâtir le camp du oui, je vais rassembler tous les indépendantistes de Québec solidaire à la CAQ? Est-ce que ces gens-là vont vraiment vouloir s'associer alors qu'il y a des questions qui sont, disons, plus polarisantes, qui sont au milieu du jeu politique aujourd'hui, puis qui voudront peut-être pas ignorer pour s'associer avec des gens qui pensent complètement différemment avec eux sur ces questions-là. Fait que moi, c'est ça la question que je me pose, puis c'est ça qui pose aussi la question du Parti québécois comme parti de gouvernement. C'est-à-dire, est-ce que tu peux vraiment te replacer au centre du jeu politique, alors que la question sur laquelle tu te définis, puis sur laquelle tu veux coaliser les leaders, elle est moindre désormais en leur tête par rapport à une nouvelle question qui porte toujours sur la nation, mais qui divise les tenants du oui et du non selon des nouvelles configurations. C'est certain que, ben, je suis d'accord avec ton analyse que ça va être excessivement compliqué de réussir à refaire la coalition considérant le nouveau clivage qui s'ajoute et même qui se veut en ce moment au-dessus de celui de la question nationale. Et l'enjeu de Paul va être, et du PQ, va être de réussir à faire coexister ces deux enjeux-là le temps que le projet soit mature pour ensuite faire passer la question nationale comme étant un préambule à la seconde question, c'est-à-dire la question identitaire. Il va falloir réussir à faire passer le message que pour réellement pouvoir décider de quelle identité on veut, il va falloir pouvoir choisir, pouvoir définir nous-mêmes le cadre de cette transition. Et pour ça, ça prend tous les leviers, ça prend un pays. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et quand on parle à un convaincu, évidemment que ben ça se fait tout seul. Mais quand on parle à monsieur, madame, tout le monde qui trouve qu'il est trop taxé puis qu'il attend trop longtemps l'urgence, plus compliqué. Effectivement. Mais moi, je trouvais que justement, c'était ça la force de Frédéric Bastien. Parce que, bon, bien qu'il y ait une position assez mollassonne sur la question de la souveraineté, puis honnêtement, sa position constitutionnelle était, à mon avis, la plus faible partie de sa candidature. Puis c'est dommage parce que ça devait être le principal centre de son intérêt. Mais sa position sur la question identitaire était sans ambiguïté. Puis avec un chef qui aurait cette position-là au Parti québécois, ce serait clair que pour eux, le projet de souveraineté égale nationalisme, égale conservatisme culturel. Puis ça, c'est une association qui est quand même puissante. Ça implique de dire, il y a des souverainistes de gauche qui veulent rien savoir de ça. Parfait, allez à Québec solidaire. C'est-à-dire, il y en a d'autres qui vont être capables de vous parler. Nous autres, on va se concentrer, on va travailler dans les coins, sur un segment à qui on ne parle pas depuis trop longtemps, mais qui n'est pas inaccessible non plus. Parce qu'au moins, tu n'as pas à faire le grand écart. T'sais, au moins, il n'y avait pas de contradiction dans le discours de Bastien là-dessus. On savait exactement où il se logeait. Puis c'est là que je pense qu'il y a quelque chose à apporter au mouvement indépendantiste, justement, parce que c'est une voix, disons, décomplexée, qui parle à un électorat réel, mais qui n'a souvent pas eu de chef à sa hauteur et à sa mesure qui voulait lui parler directement. Le seul défaut que je peux dire de cette méthode-là, puisque je suis d'accord avec la plus grande partie de ton analyse, c'est que quand vient le temps pour le défi du Parti québécois, c'est de faire l'indépendance, et pour faire l'indépendance, il faut aller ratisser au moins 50% plus 1. Je vois difficilement comment une approche comme celle de Frédéric Bastien peut faire ça, puisque justement, comme tu dis, à un certain moment, il fait juste dire, ben, si vous n'aimez pas ce qu'on propose, allez voir ailleurs. Mais ce aller voir ailleurs-là, si la différence elle est fondamentale comme QS et Frédéric Bastien, on s'entend que c'est irréconciliable,
j'ai de la difficulté à voir comment les deux pourraient arriver à une alliance de circonstances pour le camp du oui, puisque les différences sont tellement fondamentales l'argument de on décidera après, ça ira pas les chercher. Je trouve que attends, c'était je ça vais te dire comment je la le vois. faiblesse de Frédéric Bastien, Je c'est vais qu'il te était dire comment peur je de le vois. coaliser. Parce que on s'entend que si on prend pour acquis que ce clivage-là sur l'identité est vraiment fondamental, ça veut dire que ça fait aussi bouger les plaques pour les fédéralistes. Ça, c'est important. Parce que on s'entend que à une époque où il y a quoi, 35-40% de personnes qui vont répondre oui à un sondage sur la souveraineté au Québec, qu'il y ait C'est optimiste. 70%, oui, c'est effectivement optimiste, qu'il y ait 70% de personnes qui se disent en faveur de la loi 21, qui est un désaveu total de cette idée-là du Québec comme État universel sans nation, puis un endossement féroce de l'idée du Québec comme État-nation, ça veut dire que il y a de la place. Il y a de la place pour du changement. Puis l'affaire, c'est que veut pas, c'est quand même un parti autonomiste qui a été capable de saisir la question identitaire parce que les souverainistes n'en ont pas voulu à une époque, puis qui ont laissé la patinoire. Mais si le Parti québécois était capable, justement, puis ça, c'est exactement le texte que j'écrivais il y a 2-3 semaines, de dire que à partir de maintenant, l'indépendance égale rejet du multiculturalisme, l'indépendance égale rejet du politiquement correct, mais veut pas des gens qui croient eux aussi que ce clivage-là est important, puis qui se positionnent d'abord selon ce clivage-là, vont probablement pouvoir changer leur position aussi. Là, c'est sûr que c'est de la spéculation, parce que c'est pas un message qui a été lancé jusqu'à maintenant. Mais dans une perspective où tu es le quatrième parti, dans une perspective où tu végètes dans les sondages depuis un bon moment déjà, c'est une avenue qu'on peut quand même envisager. Là. Puis moi, je suis plus péquiste depuis longtemps, fait que je dis ça, je dis rien, mais je pense que ça pourrait quand même faire bouger les plaques. Ben, je trouve ça intéressant parce qu'on a un petit peu la vision inverse. Moi, je veux utiliser le nouveau, la nouvelle division entre multiculturalisme versus État-nation, identité nationale, qu'on pourrait dire, pour amener les gens à réaliser la nécessité de l'indépendance pour aller chercher ça. Dans le fond, mettre l'indépendance comme un préambule à ça. Alors que de ton côté, ma compréhension, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on doit utiliser l'identité pour ensuite faire l'indépendance. C'est vraiment une vision différente, puis c'est ce que j'en comprends, tu pourras me corriger si je me trompe, mais encore là, ça montre à quel point on est depuis 95, on est comme un chien qui court après sa queue, c'est-à-dire on n'a jamais su se réorganiser, on n'a jamais su clairement assumer où on s'en allait, on n'a pas été capable de se relever de la défaite. Parce qu'en 95, il n'y en avait pas de questions comme ça. On savait où on s'en allait, là, à peu de choses près. On avait des plans, on avait une reconnaissance internationale immédiate. Demain matin, là, on fait un référendum, là, puis on gagnerait par un pacte avec Satan. Là. Qui nous reconnaît instantanément, à part peut-être la France? On n'a pas fait le travail de terrain, là. On n'a pas préparé personne, nos organismes ne sont pas prêts. Le travail est à recommencer des fondations. C'est un petit peu démoralisant pour un indépendantiste quand on y pense. Mais d'un autre côté, je trouve que ça explique bien pourquoi le nouveau clivage, c'est plus la question nationale, c'est qu'on l'a complètement abandonné. Oui, puis c'est triste à dire, mais souvent ça a été un choix conscient des souverainistes. Là. Parce que par pragmatisme, puis je le dis entre énormes guillemets, on parlait de conditions gagnantes, d'assurance morale de gagner, de gouvernance souverainiste, de promesses de report de référendum pour toujours. Ben, le déficit zéro, ça pouvait justifier dans la mesure où on disait que c'était un prérequis pour atteindre la souveraineté. Mais bon, ça, je me mettrai pas à défendre le déficit zéro parce que je suis très conscient que ça nuit au mouvement beaucoup. Mais c'est quand même que au final, on pouvait pas s'attendre à ce que les fédéralistes rendent cet enjeu-là pertinent. Là. C'était aux souverainistes de le démontrer. Puis, ben, ils ont choqué. Ils ont choqué, puis on ramasse les pièces de ça aujourd'hui. Ni toi ni moi, on est impliqués en politique à ce moment-là à cause de l'âge qu'on a. Mais Non, je pense que. on était même pas là. Ben, moi, j'étais pas là en 95, je sais pas Non, toi. moi non Mais... plus. Non, non, moi je suis né à la fin 2000. Mais on est hérité d'une situation qui est un peu merdique, autant pour le nationalisme que pour le souverainisme. Là. Puis parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont choqué, puis il faut dire qu'il y avait quand même des complexes de taille à cette époque-là, parce que, disons, 95, ça a été un traumatisme, particulièrement pour la déclaration de M. Perrault, où les doivent encore aujourd'hui, la plupart. Mais
c'est ça, ça a effectivement pas été facile, mais ça tombe pas nulle part non plus dans la mesure où c'est quand même le camp qui portait ce projet-là qui a choisi de le mettre en veilleuse pour des raisons pragmatiques, mais qu'au final, on finit par lui nuire parce qu'aujourd'hui, regarde, qui est-ce qui adhère encore à ça s'il n'y a plus de parti pour le porter haut et fort? Ben, puis honnêtement, je trouve que. Puis j'en parlais avec Félix Lachance, qui est un caquiste qui est venu sur le balado, puis j'ai dit. Puis lui, il y a une certaine dynamique avec Félix qui est intéressante, c'est que vraiment, on dirait qu'il y a un ressentiment envers le PQ parce qu'il les accuse d'avoir choqué, comme tu dis. Mais d'ailleurs, je peux comprendre ce ressentiment-là. Par contre, lui et moi, on avait un désaccord sur un truc, c'est que moi, je disais que la CAQ actuellement, avec son nationalisme et tout ça, semait les graines pour un renouveau du PQ ou pour une renaissance du PQ à plus long terme. Pas en 2022, je ne m'attends pas à ça. Peut-être en 2026, après le départ de François Legault. Parce que veut pas. Mon argument étant que la CAQ, étant autonomiste et non pas souverainiste, n'a pas le levier nécessaire pour forcer Ottawa à coopérer avec lui. Et donc, à un certain moment, on le voit déjà, loi 101 au fédéral, il y en est, ou dans les entreprises du domaine fédéral, il n'y en est pas question. La loi sur la laïcité, on se fait tirer dessus à boulet rouge par le fédéral. L'impôt unique, pas question. Les transferts fédéraux en santé, je ne donnerai pas un chèque en blanc. Vous devriez être gêné d'avoir demandé l'armée. Bref, ce nationalisme de la CAQ-là se heurte à un cadre fédéral qui a été écrit par des fédéraux très centralisateurs et je ne vois pas d'issue. Je me retrouve dans la position, comme je disais à Félix, que quand le lac Meach de François Legault va arriver ou du gouvernement autonomiste qui sera en place va arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'à un certain moment, il y a, je vais dire comme j'ai parlé à un ancien de l'Union nationale, il m'a dit, la raison qu'on a disparu, c'est que la réponse était soit oui, soit non, puis nous autres, on était peut-être, ben on a disparu. Ben, à un certain moment, la question, là, elle devient, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va ou on reste? Et Robert Bourassa a été confronté à cette question-là. Il a choisi de rester parce que c'est un petit peu normal, ça va avec le personnage. Mais la CAQ, j'ai l'impression, ou le gouvernement nationaliste, autonomiste qui va être en place à ce moment-là, va devoir répondre à cette question-là. Et c'est à mes yeux là que le PQ va devoir être prêt et que le PQ va devoir pouvoir proposer quelque chose. Et c'est pour ça que je trouve important, qu'est-ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Là, on a une vision différente sur ce point-là. Toi, tu penses que le PQ doit renoncer à devenir un parti de gouvernance. Moi, je pense que le PQ doit pouvoir proposer des choses radicales, effectivement, mais qui ne sont pas complètement incompatibles avec le pouvoir, pour justement pouvoir saisir cette opportunité-là quand elle va se présenter, de prendre le pouvoir et ensuite de faire l'indépendance, pour éviter qu'on fasse comme avec Lac-Meach, qu'on se retrouve dans une situation où on gaspille l'opportunité. Écoute, on l'avait sur un plateau d'argent, l'indépendance. Hmm. Ben, je veux pas être méchant, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de pensée magique dans ton analyse quand même, dans la mesure où Robert Bourassa avec le lac Meach était quand même l'héritier d'un contexte qui était éminemment favorable aux revendications du Québec. La Révolution tranquille, ça se déroule en trame de fond avec l'idée que le Québec n'est pas traité également dans le Canada, qu'il y a une injustice qui doit être réparée. Puis c'est ça, en quelque part, qui est la motivation derrière beaucoup de négociations constitutionnelles, surtout après le coup de force de 82, qui va justifier le lac Meach, qui va faire en sorte que le Québec va avoir un certain capital de sympathie parce qu'on va reconnaître que, en quelque part, Trudeau n'a pas été correct avec le Québec en l'isolant comme ça, puis qu'il y a une espèce d'injustice historique qu'il faut combler. Là, on parle même pas de la conquête, là, qui était l'arrière-plan pour tout ça, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus là. Puis si on s'attend à ce que la CAQ rencontre son lac Meach, l'affaire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait de l'ouverture pour des négociations constitutionnelles d'une part ou d'autre, ce qui semble pas être le cas non plus. Fait que c'est pour Je ça pense qu'on que n'aura moi, pas le choix à cause de la loi 21. J'ai ça va l'impression prendre des que, négociations constitutionnelles, ça? Moi, je suis ben, sceptique. parce que moi, personnellement, je pense pas que la loi 21 va tenir devant les tribunaux canadiens. Ah ben, la clause dérogatoire existe pour ça. Puis je Oui, pense que mais est-ce que tu penses que la CAQ va juste, ou peu importe le gouvernement, va ils veulent juste se maintenir, faire la oui. clause dérogatoire ad vitam aeternam, puis Ils que. pourraient. Puis d'ailleurs, je pense que ça va devenir une épine dans le pied du Parti libéral assez rapidement si on sait que la clause dérogatoire, c'est la seule chose qui maintient la loi 21 en vie puis qui ne veut pas s'engager à la maintenir. Puis au contraire, ce serait le premier vrai test national
constitutionnaliste de Dominique Anglade quand elle va être vraiment mise au pied du mur. Ah, elle l'a déjà dit qu'elle ne mettra pas. Je lui ai posé la question très clairement, elle m'a dit que non. Mais ça, c'est une position qui peut être appelée à changer au fil des élections. Ah, c'est sûr. Que si elle ne gagne pas la prochaine, puis qu'elle est partie pour ne pas gagner l'autre, sur ces questions-là, mais peut-être qu'elle va y repenser. Peut-être qu'elle va y repenser parce que ça, c'est un test qui est payant. Puis c'est quelque chose qui se dit bien en élection. Là. Moi, je le vois déjà, le premier ministre, à la prochaine élection, dire regardez, si vous voulez garder la loi 21, vous n'avez pas le choix de garder la CAQ. Parce que le Parti libéral, la première affaire qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever la clause dérogatoire, puis ça va sauter. Fait que ça, c'est vraiment une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête du Parti libéral, beaucoup plus qu'au-dessus de la tête du Canada en ce moment, à mon sens. Là. Peut-être. C'est sûr que c'est une façon de le voir. Moi, j'ai vraiment l'impression que la loi 21, effectivement, en elle-même, est un acte d'affirmation nationale important, mais je pense qu'elle est le premier pas. Et j'ai l'impression que ce premier pas-là va en amener d'autres et que ces autres mesures d'affirmation nationale-là, si on est obligé constamment de mettre la clause dérogatoire sur nos projets de loi pour les maintenir, pour maintenir notre identité, tu penses pas qu'à un certain moment, puis ça, à chaque fois qu'on utilise la clause dérogatoire, ça vient avec ses critiques, ça vient avec le Québec bashing, ça vient avec les débats et les contorsions très inconfortables au débat des chefs fédéraux, puisqu'ils savent pas comment se positionner, ménager la chèvre, le chou. J'ai l'impression que ça a un coût politique pour le fédéral, moi, là, quand on utilise la clause dérogatoire, surtout sur des questions aussi fondamentales que la religion et la laïcité dans l'État. Ouais, mais encore une fois, moi je pense que ça va prendre un mouvement souverainiste qui l'assume et qui prend cette question-là à bras-le-corps, puis qui peut pas juste attendre que la conjoncture soit bonne. Puis c'est pour ça que moi je pense que honnêtement, la meilleure chose que le mouvement souverainiste pourrait faire pour son propre intérêt, ce serait de se reconstruire à partir du centre droit, mais avec une démarche volontariste, puis non avec une démarche d'attente de peut-être d'un lac Meach qui échouerait. Parce que ça, t'es voué à une position passive, c'est ça qui arrive, puis il n'y a pas de garantie que ça va arriver. Là. Moi, je le vois pas venir, en tout cas. Ben écoute, malheureusement, ça fait déjà 1 heure qu'on en parle. J'ai l'impression que ça nous prendrait encore plusieurs autres heures pour faire le tour de la question. C'est un sujet vraiment passionnant. Je vais faire l'effort de te réinviter, Étienne Alexandre, parce que ça a été très intéressant. J'espère que tu vas revenir un jour discuter avec nous. Jonathan sera présent la prochaine fois. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et j'invite nos auditeurs à nous dire qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à l'avenir du mouvement nationaliste, conservatisme, indépendantiste, la question nationale, tout ça. Ça serait intéressant de voir vos commentaires. Je sais que d'habitude, vous êtes assez silencieux. Là. On les reçoit plus en privé que... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin bref. Mais je vais être obligé de vous dire au revoir. Étienne Alexandre, je te laisse peut-être le mot de la conclusion. Le mot de la fin, excuse. Oui, ben oui. Ben, naturellement, je vous invite à visiter mon blog au eabeauregard.com si vous voulez me lancer des tomates, vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si jamais vous voulez m'encenser, ça se peut des fois aussi. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi, Samuel, puis on s'en reparlera, parce que je pense que c'est une question qui est vraiment essentielle pour comprendre le Québec d'aujourd'hui, puis qui va aussi déterminer où on s'en va dans l'avenir aussi. Là. Bon, excellent. Alors, j'espère que cet épisode de l'agenda vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et d'écouter nos autres épisodes si celui-ci vous a plu. Passez une excellente journée.